Et du coup, vous faites ça dans un projet, dans un cadre d'études ou t'as plus ton micro Oui, oui, c'est dans le cadre des études. C'est, D'accord, tu vois, comme on est en infocom, quoi, il faut qu'on réalise un projet de communication. d'accord. Donc, c'est sur ça on est depuis le début. C'est pour ça que Kedia t'avait contacté entre-temps pour le premier interview. Vous êtes sur la même lancée, en fait, sur le même. Oui, 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 nous sommes dans un groupe, quoi. Il y a des groupes d'étudiants et chaque groupe a son thème sur lequel il travaille. D'accord. Bonjour, Biaï. Ah bonjour. Ça va? Bah oui, ça va, hein, on est là. D'accord.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Steve. Bonjour. Bonjour. Ça fait sérieux avec les lunettes. Hein. On attend combien de personnes en gros sur la conférence? N'est-ce pas le maximum? Je coupe la caméra, le temps de gérer le 3 trucs, et puis je reviens vers vous.
Bon, je pense qu'on va commencer. Est-ce que vous me recevez tous? Oui. Oui. D'accord. Alors, bonjour à tous. D'abord, je vous remercie pour votre présence. Je me présente, je suis Julia Peggy, étudiante en licence 3 Infocom à l'Université de Lorraine à Metz. Je suis membre du groupe qui pilote le projet Self-Made. Self-Made, c'est quoi? En une phrase. Self-Made, c'est un projet qui vise essentiellement à développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants de Lorraine. Et c'est pourquoi nous organisons d'ailleurs ce webinaire qui se déroule autour du thème être étudiant, être à la fois étudiant et puis entrepreneur en Lorraine, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Nous allons le développer avec nos deux invités, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure pour se présenter à nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que vous, participants, vous êtes la priorité dans ce webinaire. Donc, vous avez la parole. N'hésitez pas à prendre la parole à tout moment pour poser toutes les questions sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi le faire via le chat. Ceci dit, je vais laisser la parole à notre premier invité, Monsieur Schmidt, pour se présenter à nous. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Très heureux d'être là cet après-midi pour partager avec vous autour de l'entrepreneuriat. Je suis vice-président en charge de l'entrepreneuriat et de l'incubation au niveau de l'Université de Lorraine et aussi responsable du dispositif qu'on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure, le PIL, donc le pôle entrepreneur étudiant de Lorraine. Donc Steve est un imminent ambassadeur. Oui, il aura aussi l'occasion de se présenter plus en détail. Alors, je vais lancer les discussions avec une première question toute assez basique. Entreprendre, c'est quoi? La question est basique, mais la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et alors tout simplement parce que soit on considère que l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise,
ou soit on considère que l'entrepreneuriat, c'est la démarche qu'on met en place pour aller vers la création d'entreprise. Et ce n'est pas la même chose parce que la création d'entreprise, c'est l'entrepreneur et le processus, la démarche, c'est être entreprenant. Et nous, ça nous intéresse plus d'être sur cette première, enfin, sur le côté entreprenant en tant que tel. La création d'entreprise, ça reste pour moi une conséquence d'une démarche entrepreneuriale. Ça reste la conséquence d'un projet. Si on prend au niveau du PIL, on a plus de 400 étudiants entrepreneurs par an, et si on regarde un peu plus près, la plupart du temps, ils ont une idée et ils ont envie de se battre pour cette idée, pour les valeurs qui sont derrière cette idée, et ainsi de suite. Et la création d'entreprise, elle arrive un peu plus tard si ça avance, si je suis toujours aussi motivé, si les gens sont intéressés. Et puis, il n'y a pas que la création d'entreprise, parce qu'il peut y avoir une association qui peut être montée, une ONG, ça peut être une reprise d'entreprise. Et puis, de façon plus générale, sur les 400 étudiants entrepreneurs, il y en a beaucoup qui vont travailler dans une entreprise salariée ou dans la fonction publique. Mais en tout cas, ils ont une appétence, un intérêt pour développer des projets et développer des compétences entrepreneuriales. Donc, c'est peut-être plutôt ça qui nous intéresse derrière l'idée d'entrepreneuriat. Et juste pour terminer sur cette question-là, c'est si on est sur la création d'entreprise, assez souvent on a fait l'expérience dans un amphi de 100 personnes, ceux qui sont intéressés restent pour parler de création d'entreprise, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui reste. Par contre, si on dit, si vous avez une idée et vous voulez qu'on en parle, là, il y a beaucoup plus de monde. Donc voilà, nous, on est beaucoup plus sur cette idée-là et on a une jeunesse avec plein d'idées et ça nous fait plaisir de les aider à avancer dans leurs idées. D'accord. Et dans ce processus d'entrepreneuriat, quel est l'élément indispensable pour commencer? Si je considère par exemple que l'entrepreneuriat est une recette de cuisine, quel est l'ingrédient indispensable pour se lancer? Vous avez des sacrées questions, c'est intéressant. Si les ingrédients, on les connaissait, on ne serait peut-être pas là à en discuter. Moi, je dirais, c'est ma définition des choses. Pour moi, le point de départ, c'est la rencontre entre une personne qui a une vision du monde et qui a envie de la partager avec d'autres personnes. Et le projet, c'est l'intermédiaire entre les deux qui va permettre d'être en licence de communication, qui va permettre de communiquer entre les personnes. Un entrepreneur tout seul dans son coin avec une idée, ça ne marche pas. Un projet sans porteur de projet, ça ne marche pas. Et il faut vraiment, on va dire, qu'il y ait des gens en face pour pouvoir avancer. Donc, je donne un premier conseil, si ça intéresse les uns et les autres. Le premier conseil, c'est ne restez jamais seul dans votre coin. N'attendez pas de dire faut que mon projet soit beaucoup plus mature dans ma tête pour pouvoir venir au PIL, nous rencontrer et ainsi de suite. Non, c'est dès que vous avez l'idée, dès le début, on peut vous aider à avancer. Si vous êtes motivé, on vous donnera des éléments, des personnes à rencontrer, participer à des activités, à vous entraîner, à pitcher votre projet, et ainsi de suite. Mais ne tombez pas dans le panneau en se disant je bosse tout seul dans mon coin et quand c'est prêt, j'appelle tout le monde. N'attendez pas. Pour prendre l'image de la cuisine, n'attendez pas que le plat soit terminé pour savoir s'il est bon ou pas. Essayez de vous entourer de différentes personnes pour avoir les meilleurs ingrédients. Et quels sont les domaines dans lesquels il est possible d'entreprendre? Tous les domaines. Tous les domaines. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des secteurs qui sont beaucoup plus favorables à l'entrepreneuriat que d'autres? Si je prends par exemple un étudiant qui a fait des études en droit, est-ce qu'il n'est pas plus difficile pour lui d'entreprendre qu'un étudiant qui a fait ses études dans le domaine de l'agronomie? Ou alors est-ce que l'entrepreneuriat ne tient pas nécessairement aux études qu'on a? Il y a plusieurs choses dans votre question. La première chose, c'est le domaine en tant que tel. Le domaine en tant que tel, il y a plein d'opportunités qui peuvent exister dans le domaine. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Après, par rapport à l'idée, je fais une formation dans tel domaine et est-ce que c'est plus facile ou pas? Oui, là, on va dire, un contexte qui va être plus ou moins favorable. Quelqu'un qui va être dans un domaine, on va dire, très conceptuel, avec peu d'applications sur le terrain, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour lui, à un moment donné, peut-être de faire du lien en tant que tel. Mais quand vous êtes dans des formations où il y a du stage, où il y a du projet tutoré, et ainsi de suite, vous vous retrouvez plus facilement à être en interaction avec le contexte. Donc, ça va dépendre aussi de la pédagogie, pas uniquement du domaine, mais aussi de la pédagogie.
Et puis, on accueille les étudiants, pas uniquement sur leur domaine de formation. On peut être en droit et avoir un projet qui n'a rien à voir avec le droit en tant que tel. D'accord. Alors, vous avez parlé un peu plus tôt du PIL. Est-ce que vous voudriez bien nous dire ce que c'est que le PIL? Si je vous dis non, vous êtes embêté. Un peu. Alors, de tout à l'heure, je mettrai dans le chat l'adresse du PIL et puis le mail de contact. S'il y en a qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus, aucun souci. Le PIL donc, a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale au niveau de l'université. Donc, on a 3 activités principales qui sont la sensibilisation et la formation. Je ne veux pas forcément aller là-dessus parce que ce n'est pas forcément ça qui vous intéresse, mais plutôt sur la partie accompagnement. La partie accompagnement, c'est justement, j'ai une idée, alors on va être très pragmatique, hein, voilà, j'ai une idée et je m'adresse au PIL. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va vous recevoir. On va vous recevoir pour discuter avec vous, c'est quoi votre idée, vos motivations, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voyez les choses de façon assez simple. Et puis, en gros, on va se dire, ben voilà, si vous voulez continuer pour la fois prochaine, on peut se mettre 2-3 activités, exercices à mettre en place, des gens à rencontrer pour discuter un peu, prendre un peu la température, se renseigner sur ceci, sur cela. Et ça nous permet de voir votre motivation. Si vous n'avez rien fait, vous ne revenez pas, c'est clair. Si vous n'avez rien fait et que vous êtes embêté parce que vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, on peut discuter là-dessus. Et si vous avez fait les choses, ben voilà, on peut avancer. Donc, à partir du moment où vous souhaitez avancer, vous avez le statut étudiant-entrepreneur. C'est comme être sportif de haut niveau, quelque part. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité, à travers ce statut, d'être accompagné, d'avoir des espaces de coworking. Il y en a à Metz, il y en a à Nancy. On est aussi en lien avec Sarreguemines, Thionville, Saint-Dié, Épinal. J'oublie personne, voilà. Et par rapport à ça, ça permet, à un moment donné, donc d'avoir des gens de proximité qui peuvent vous suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet, ce statut, d'avoir des bourses pour pouvoir avancer dans le projet. On donne entre 15 et 20 000 euros de bourses chaque année pour des étudiants. Donc, voilà, j'ai besoin d'aller faire un salon professionnel, de faire un prototype, de faire mes premières activités de communication, un flyer ou ainsi de suite. Ça me coûte un peu d'argent. Nous, on peut venir en soutien par rapport à ça. Par contre, on ne va pas vous donner d'argent si globalement on ne vous a jamais vu et que vous venez juste pour faire une demande d'argent. C'est une continuité dans le sens où nous, on propose des formations, donc souvent en ligne ou le soir, des activités de pitch et ainsi de suite. Si vous refusez de participer à ces activités-là, c'est sûr que si vous vous demandez de l'argent, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc voilà, c'est aussi des moteurs de la motivation en tant que tel. Il faut bien considérer que l'idée de ce réseau-là, et Steve pourra revenir sûrement dessus, sur le fait que vous n'êtes pas seul et que votre projet, vous êtes seul sur ce projet-là, mais les problèmes que vous rencontrez, d'autres les rencontrent aussi. Les chargés de projet, ils ont l'habitude de voir ce type de projet, ils peuvent vous débloquer, ainsi de suite. Donc voilà, ce dispositif est à votre disposition, c'est au niveau de l'Université de Lorraine. Je tiens à le dire et à le redire, c'est entièrement gratuit. C'est important, c'est du service public à destination des étudiants. Que vous soyez à l'Université de Lorraine ou en dehors de l'université, à partir du moment où vous avez une carte d'étudiant, vous pouvez accéder à ce type de dispositif. Et donc, on participe à des activités au sein du PIL. Alors, il y a plein d'activités. Les gens se servent, prennent ce dont ils ont envie, ils ont besoin. Mais si les gens ne font rien, ne prennent aucune activité, là, en gros, on peut se poser la question, ça sert à quoi d'être ensemble? Donc l'idée, c'est si vous venez, c'est justement, on vous donne la possibilité de rencontrer des financeurs, de rencontrer des chefs d'entreprise, des experts comptables, de présenter votre projet à d'autres étudiants entrepreneurs, de trouver, la semaine prochaine, par exemple, on a un petit exercice sympathique avec 5 porteurs de projets qui vont présenter ça à 7 financeurs. Donc, du coup, de trouver des modalités de financement sur le projet. Donc, tous ces éléments-là sont à disposition. Il faut se manifester et du coup, vous pouvez participer, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste être motivé. C'est pas toujours évident d'être motivé, mais quand on l'est, ça va tout seul. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est étudiant et qu'on a, moi, par exemple, j'ai assez de dossiers à rendre pour le second semestre actuellement. Comment est-ce qu'on s'organise avec les activités au PIL à côté et puis les études? La question est pertinente, hein.
C'est pour ça qu'on parle d'étudiants entrepreneurs, parce qu'on continue à être étudiant. Il est hors de question de vous mettre en situation d'échec par rapport à votre formation. On est très vigilant là-dessus. Et c'est pour ça que, on va dire, l'accompagnement, il se fait à la vitesse, à votre vitesse à vous, en fonction de votre disponibilité. Là, j'ai des partiels, il faut que je révise et j'ai les examens. On ne se voit pas pendant un mois, pas de problème. On ne se voit pas pendant un mois et on revient ultérieurement. Donc, les rendez-vous peuvent se faire en fin d'après-midi, début de soirée. Ce n'est pas un souci non plus. Entre midi, ce n'est pas un souci non plus. Donc, on s'adapte systématiquement pour vous permettre de faire les deux en même temps et que vous ne soyez pas pénalisé pour l'un ou pour l'autre. D'accord. Et comment est-ce que le PIL sélectionne les projets? Est-ce que vous avez des critères de sélection en fonction desquels vous choisissez tel projet et non pas tel? Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais projet. Ça, c'est très important. Il y a surtout, on va dire, un étudiant, une motivation et une idée. Ça va. Oui, ça va. Le point d'entrée n'est pas contraignant en tant que tel. D'accord. Alors, on va passer à notre deuxième invité, M. Steve. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonjour à tous. Merci beaucoup donc, pour l'invitation à ce petit webinaire sur l'entrepreneuriat en Lorraine. Donc moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Je suis étudiant entrepreneur du coup au sein du PIL. J'ai découvert en fait le PIL lors de ma dernière année d'ingénieur au sein du CNAM Grand Est. Et de base, en fait, moi, j'avais pas envie d'entreprendre. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas mon truc. J'avais pas forcément envie, en fait, de m'embêter avec toutes les démarches administratives pour créer sa société, pour recruter, pour faire de la communication, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, en fait, 2020, du coup, on a été confinés. Et je me suis un petit peu remis en question sur qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, quelles étaient les activités que je voulais faire surtout. Et du coup, je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que j'avais un projet, en fait. Et ce projet, du coup, c'est la réalisation d'un Fab Lab. Donc, qu'est-ce qu'un Fab Lab? C'est un atelier, en fait, partagé dans lequel on va trouver des machines comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, pour réaliser, en fait, des prototypages ou d'autres projets que les gens vont porter, en fait. Donc, on est, en fait, au service de la population. Moi, je fais ce projet, en fait, en lien avec la communauté de communes du Pays d'Orne-Moselle, donc sur le territoire d'Amnéville-les-Thermes, en Moselle. Et je suis rentré au PIL au mois de juin 2020. Et depuis, en fait, comme disait Christophe, en fait, j'ai participé à plusieurs ateliers en ligne. Donc, ça a été comment pitcher son projet, comment présenter son projet, quelle attitude face à des financeurs, etc. On a plein en fait de petits cours comme ça qui peuvent se faire en fait en ligne. On a des replays en fait qui sont disponibles. Donc pour revenir à ce que tu disais, c'est toi qui organises en fait ton emploi du temps un petit peu comme tu le sens et à ton rythme, quoi. Voilà. Vous avez toujours eu envie d'entreprendre ou c'est venu avec les actions de communication du PIL? Alors, on va dire que le PIL a planté la petite graine lors de la phase de communication. Donc, c'est le PIL. Donc, c'est Ouais, le PIL. c'est ça. Et parce que moi, en soi, j'avais pas vraiment envie d'entreprendre, quoi. Voilà. Mais il se débrouille bien pour quelqu'un qui ne veut pas entreprendre. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant ce processus? Pour moi, les principales difficultés, c'est que je travaille avec un organisme public, une communauté de communes. C'est pas simple de rentrer en fait dans le moule de l'administration française. Je parle en général hein, parce qu'ils ont des modes de fonctionnement qui sont relativement spécifiques. Donc ça a été un petit peu compliqué. Après, l'autre face, on va dire, compliquée de mon projet, c'est que c'est un projet qui est novateur. C'est-à-dire qu'un Fab Lab, personne ne connaît ce que c'est. Donc, il faut à chaque fois en fait réexpliquer avec des mots simples pour que tout le monde se mette en fait dans le projet et suivant en fait l'acteur qu'on a en face de nous, orienter en fait notre discours en fonction du message qu'on veut faire passer. Voilà.
Donc ça, c'est des exercices de communication qui sont, je ne vais pas dire difficiles, mais j'avais une certaine appréhension en fait sur ces exercices-là, quoi. On va à présent aborder la question du financement. Je vois déjà qu'il y a eu des questions dans le chat à propos. Je fais les réponses en même temps. Hein. Oui, mais est-ce que vous voudriez bien le faire de vive voix peut-être? Oui, je peux le refaire de vive voix. Hein. Donc la question était, tous les projets sont-ils éligibles au financement? Oui. Sur le papier, je dirais oui, tous les projets sont éligibles. Il n'y a pas encore une fois, de projet qui est moins bien que d'autres. Et peut-être que derrière la question qui est posée, souvent, on a cette idée un peu, les projets, l'entrepreneuriat, c'est de la technologie. Non. On a beaucoup de projets qui sont dans l'ESS. Ce que fait Steve, c'est un projet, on va dire, type associatif, hein, pour réunir des gens en tant que tel. Donc ouais, il y a plein de types de projets. Donc les besoins financiers, certes, sont peut-être pas toujours les mêmes si on fait un prototype ou si on n'en fait pas, par exemple, mais tous les projets sont éligibles au financement. Mais encore une fois, nous, notre idée, c'est pas de donner de l'argent pour donner de l'argent. Il y a plein de structures qui peuvent le faire en dehors de ça. Nous, on est là, on va dire, pour développer des compétences. Donc ça veut dire que si quelqu'un s'inscrit chez nous, on ne le voit jamais, il nous demande de l'argent, bah, je dirais honnêtement non, il ne sera pas financé. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il nous montre comment il a avancé sur son projet, qu'il a eu des rendez-vous avec les avec les chargés de projet qui sont capables de dire tout le travail qui a été fait, qu'on l'ait vu sur différentes activités. Là, la personne, on va dire, peut prétendre avoir des financements. Donc, vous voyez, ce n'est pas directement sur le projet, c'est bien ou c'est pas bien, c'est plutôt sur la démarche qui est mise en place, encore une fois. Vous n'avez pas le micro. Si vous mettez le micro, ce sera mieux. Petit conseil. Pardon. Donc, je disais qu'il y a une seconde question dans le chat. Quelle est la différence entre entrepreneuriat et entrepreneuriat? D'accord. Donc il n'y a pas de différence en tant que tel. Hein, c'est plus du point de vue linguistique. Les deux ont cohabité un petit bout de temps, notamment parce que en France, on était sur entrepreneuriat et au Québec, entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce qui est reconnu plutôt, c'est entrepreneuriat. Après, pour la petite anecdote, c'est que si vous allez dans le dictionnaire, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont amélioré les choses, mais il y a encore quelques temps, le mot n'existait pas. En tant que tel. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas reconnu dans la culture française, cette idée, on va dire, d'entreprendre. C'est aussi pour ça, ce qu'on évoquait au tout début, hein, il y a peu de gens en France qui sont intéressés à créer des entreprises, et Steve en est une bonne démonstration. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est juste un constat par rapport à ce qu'il a dit. Mais des gens qui ont des projets, ben voilà. On a plein de gens comme Steve, avec des projets hyper intéressants, qui sont dans tous les domaines, encore une fois. Et on a par exemple là dernièrement un projet, pour faire un peu technique, sur des douches pour seniors, par exemple, des douches adaptées pour seniors. Là, techniquement, c'est des projets qui sont très, très intéressants parce que la population vieillit, il y a des gens qui sont intéressés, et ainsi de suite. Donc, on a des applications pour mettre en relation les gens, on a de l'alimentaire, voilà, il y a plein de choses, tout est différent. Et derrière, cette idée d'entrepreneuriat, c'est encore une fois de s'entreprendre derrière. Et l'idée de s'entreprendre, c'est une expérience professionnelle. On a souvent pensé l'expérience professionnelle à travers le stage. Aujourd'hui, ça j'ai oublié de le dire et je me permets de le dire maintenant, vous pouvez remplacer votre stage par votre projet entrepreneurial. Donc si vous avez 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de stage, donc vous pouvez remplacer ça par votre projet entrepreneurial et être encadré donc, au niveau du PIL, ce qui vous permet d'être full-time sur votre projet. Et derrière ça, ça veut dire qu'on reconnaît toute l'expérience que vous allez vous faire autour de l'entrepreneuriat et ce n'est pas simplement un stage avec une entreprise qui prédomine pour faire valider son stage. Et c'est validé ce stage au PIL par l'université? Ah oui, c'est complètement validé. On a des conventions qui sont signées par toutes les personnes qu'il faut, le président de l'université, moi-même et le responsable du stage, enfin le responsable pardon, de la formation et puis l'étudiant. D'accord.
Et Abimaël On qui a, on, demande... on en fait, on, en, pardon, on a entre 80 à 100 personnes chaque année qui remplacent leur stage par leur projet entrepreneurial. Ok. Et Abimaël qui demande quelles sont les compétences à développer pour se lancer dans l'entrepreneuriat et comment les mettre en application. Steve, les compétences, si tu es dedans. Oui, tout à fait. Je dirais que moi, la première compétence à développer, c'est la communication. Parce que, en fait, on va aller voir du monde, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va échanger, en fait, sur notre projet. Donc, pour moi, c'est la compétence clé qui va permettre, en fait, déjà de faire découvrir le projet à d'autres personnes. Et une fois qu'on a cette fibre en fait commerciale entre guillemets, notre projet sera vachement plus facile à vendre. Après, ça dépend en fait de la typologie de projet. En fait, moi je sais, par exemple, c'est un projet qui est relativement technique. Pour faire en fait Fab Manager, donc celui qui s'occupe en fait du Fab Lab, moi derrière, je me suis lancé en fait dans un diplôme universitaire de métier facilitateur. Donc voilà, j'ai repris en fait, j'ai fini mon diplôme d'ingénieur et j'ai repris derrière un diplôme universitaire en fait pour pouvoir avoir de nouvelles compétences. Au sein du PIL, j'ai pu participer, comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs formations en interne, entre guillemets, sur Teams. D'ailleurs, on en a une là tout à l'heure sur, par exemple, les statuts juridiques. Les statuts juridiques en France, c'est quelque chose qui est relativement complexe, on en a beaucoup. On a de la micro-entreprise, de l'URL, de la SASU, etc. Donc, c'est quelque chose là, qui, moi, je ne maîtrise pas du tout. Je sais que moi, mon statut, du coup, ce serait un statut associatif, mais rien ne m'empêche après de sortir du statut d'associatif pour devenir une véritable entreprise, entre guillemets. Euh, du coup, voilà, c'est des compétences en fait qu'on acquiert, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des besoins du projet. On va pas venir, ben voilà, j'ai un projet, je sais pas moi, de création je sais pas, je vais dire d'un ordinateur, je vais dire n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qu'il me faut? La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut, moi, comme compétence pour réussir ce projet? Parce que chaque personne, en fait, aura des compétences différentes. On parlait tout à l'heure des formations, en fait, universitaires. Chaque personne peut venir d'un horizon différent, en fait. L'important, c'est d'avoir une idée et de comment développer cette idée. Et selon la personne, bah, si ça se trouve, elle aura déjà les compétences de communication. Il faudra qu'elle se forme, par exemple, sur l'informatique, ou elle a les compétences sur l'informatique, mais pas sur la communication. Voilà. Il y a, chaque personne, en fait, est un petit peu différente. Et le but, en fait, c'est de se poser les bonnes questions et de s'interroger en fait soi-même. C'est un travail sur soi-même, l'entrepreneuriat en fait. C'est de se dire, ben voilà, j'ai mon idée, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui me manque en fait pour arriver à pas terminer ce projet, mais du coup Avancer. valoriser en fait ce projet au sein de la communauté, quoi. Est-ce que le, Avancer. C'est ça qui est important, c'est d'avancer. est-ce que le PIL accepte les projets d'étudiants internationaux? Oui, 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 tout à fait. Oui. C'est une bonne expérience aussi pour des personnes qui, alors, soit viennent sur un laps de temps plus ou moins court et repartent dans leur pays, ou soit sont en France et finissent leurs études et repartiront. Peu importe. On est là, on va dire, pour permettre aux gens de se poser des questions et d'avancer sur leur propre projet. Alors, je refais un lien avec Steve et puis un peu des questions qui sont posées. C'est dans les formations. Ce qu'a dit Steve, c'est exactement ça. On est sur une démarche individualisée, si vous préférez. C'est-à-dire que le parcours de formation va se construire en fonction de mes besoins que je peux avoir. Et nous-mêmes, les formations d'une année à l'autre, on va les faire évoluer en fonction des demandes qu'on peut avoir. Par exemple, le statut juridique, on l'a mis en place cette année et à ce moment-là parce qu'il y avait plein de demandes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Par contre, ne tombez pas dans le piège, encore une fois. Nous, par exemple, en termes de formation, ça va être connaissance de soi, ça va être comment faire un pitch, ça va être communiquer autour de son projet. Tout ce qui est business plan, statut juridique et ainsi de suite, on a des spécialistes avec qui on bosse en complément, si vous préférez. Donc, on dépatouille les premiers éléments. Mais en tout cas, ce qui est important à penser, c'est que on n'est pas dans comme du papier à musique. Il suffirait, on va dire, de faire un plan d'affaires pour pouvoir réussir. Et donc, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment plus sur travailler sur le projet et aller sur le terrain très rapidement pour pouvoir le tester.
c'est hyper important, c'est de tester le projet auprès des autres. Et donc, une des compétences, on va dire, naturelles hein, qu'on peut attendre pour un porteur de projet, c'est, on va dire, l'ouverture vers l'autre. Si vous êtes fermé, si vous avez du mal à discuter, à échanger, à présenter votre projet, et, entre guillemets, se mettre à poil devant tout le monde, parce que c'est un peu ça son projet, hein, vu que c'est quelque chose de très personnel, bah, là, ça va être un peu plus compliqué, c'est sûr. Si je peux réagir vite fait ce que tu viens de dire, Christophe, moi je vois le pile en fait comme une boîte à outils. C'est-à-dire que ton projet en fait, il va se construire au fur et à mesure, et en fonction en fait des étapes de construction, en fait, tu vas aller piocher en fait au sein du pile les diverses compétences que tu vas avoir besoin. Et tu vas comme ça en fait au fur et à mesure assembler ton projet. C'est un ensemble de plein de petites briques qui sont différentes, mais qui doivent s'imbriquer au fur et à mesure. Voilà. Alice voudrait savoir, est-ce que le PIL peut financer l'entreprise d'étudiants qui se constitue en une association autour d'un projet commun? Oui, après, moi, je vous dirais, toutes les questions posées comme ça, je vous dirais toujours oui, parce que sur le principe, on veut donner la possibilité aux uns de s'essayer. Après, il faut voir au cas par cas, en fonction de ce qu'il y a derrière et de la demande qui peut être derrière. Nous, par exemple, on ne finance pas des choses à 15 000 euros. On met 15 000 euros sur la table pour l'ensemble des étudiants qui vont nous faire des propositions, enfin des demandes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te financer avec un chèque de 15 000 euros. Donc, déjà, ça, il faut bien le comprendre. Et encore une fois, on veut éviter le côté passager clandestin où les gens ils viennent pour aller chercher de l'argent, mais ils font rien pour le pile. Donc, ça, c'est sûr qu'ils ne seront pas financés non plus. Mais si vous êtes entre ces deux extrêmes, ce qui a quand même pas mal de marge, vous êtes les bienvenus. Daniel voudrait savoir quels sont les différents statuts de l'étudiant entrepreneur, fiscalité. Il n'y a pas de statut étudiant-entrepreneur, ce n'est pas un statut d'entreprise en tant que tel. C'est un statut, on va dire, d'étudiant. Comme je disais, le sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on va avoir une valorisation du fait qu'à côté de ses études, il va avoir, il va faire de la compétition et tout ce qui va avec, on va aménager le temps de formation et tout ce qui va avec. Ben là, c'est pareil. Et c'est une chance parce qu'avant, quand j'ai commencé dans le domaine, il y a une bonne dizaine d'années, c'était bon, d'abord tu finis tes études et puis après tu vas créer ton entreprise. Donc du coup, aujourd'hui, c'est intégré au sein du dispositif. Ça, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez même remplacer votre stage par votre projet entrepreneurial. Donc, pour faire ça, vous ne pouvez pas remplacer votre stage par votre projet entrepreneurial si vous n'avez pas le statut. Vous ne pouvez pas avoir des financements si vous n'avez pas le statut. Il y a un concours au niveau national, régional et national sur l'entrepreneuriat avec des lots qui vont de 1 000 à 10 000 euros. Ben, vous ne pouvez pas participer si vous n'avez pas le statut. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le statut, ce n'est pas un statut juridique du point de vue entreprise, c'est un statut du point de vue université. OK. Une dernière question dans le chat. Un étudiant peut créer quel type d'entreprise? Nos limites. C'est-à-dire qu'il peut, Steve l'a évoqué tout à l'heure sur les différents statuts, hein. Bon, ça peut être une association, déjà, je reviens là-dessus, c'est très important, et on peut après changer le statut de l'association vers une entreprise, mais c'est une SARL, une URL, une micro-entreprise, tout. Le statut, ça reste que la face visible de l'iceberg lorsque vous avez avancé sur votre projet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout, vos motivations, développer des compétences, rencontrer des acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent, que vous puissiez être challengé sur votre projet, trouver des partenaires, trouver des clients et ainsi de suite. Donc le statut, il suivra après en temps voulu en fonction de la situation. Et ça, c'est pas vraiment un souci. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le statut va aussi dépendre du nombre de gérants dans l'entreprise et puis des dispositifs de financement aussi. Parce que quand on crée, en fait, je crois que c'est la SARL, il me semble que c'est celle-là, on a besoin d'avoir un apport de capital. Donc voilà, c'est aussi des questions à se poser, quoi. Mais il vaut mieux se poser les questions, on va dire, une fois qu'on avance sur le projet, que tout de suite de monter les statuts avant d'avoir vraiment un projet bien défini. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour venir au PIL? Notre doyen, cette année, il doit avoir 58 ans, je pense. C'est Mais pas la population la plus importante en termes de volume, mais à partir du moment où la personne
est inscrite à l'Université de Lorraine, de façon générale, a une carte d'étudiant sur le territoire lorrain, et vous avez un projet, welcome. D'accord. Steve, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu t'es organisé pour t'en sortir? Bon, enfin, tu n'es pas encore à la fin, mais tu es bien avancé dans ton projet actuellement. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour cumuler à la fois les études et le PIL? J'ai eu de la chance, j'ai profité du confinement, vraiment. Le confinement, pour moi, enfin, il y en a des personnes qui l'ont très mal vécu. Pour moi, ça a été une bénédiction, tout simplement parce que j'ai pu à la fois travailler en fait sur mon mémoire de fin d'année en étant ingénieur, et j'ai pu en fait travailler sur le projet entrepreneurial. Euh, j'ai rejoint le PIL, comme je disais, en fin d'année, en fin de cursus d'école d'ingénieur. Du coup, en septembre 2020, je me suis retrouvé en fait au chômage, du coup, puisque j'avais fait mon école en alternance. Et du coup, en fait, au lieu de simplement rester au chômage et de trouver un métier d'ingénieur, bah, j'ai bossé, moi, sur mon projet. Donc, en fait, voilà comment moi, j'ai pu avoir du temps en fait à passer sur ce projet-là. Il y a Cédric qui demande quelles étaient les barrières que tu avais dans ton projet et que le PIL t'a permis de surpasser. Alors, merci Cédric de cette belle question. Il te fait un coup bas là. Non, 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 il n'y a pas de. Non, on l'avait préparé, en fait, j'avais le texte affiché. Ah, Non, non, je rigole bien évidemment. Non, après les barrières, comme je disais, en fait, moi, c'était surtout des barrières techniques, en fait, parce que je suis, en fait, au chômage d'un côté, j'ai une création d'association de l'autre. L'association, ben, ce sera, en fait, mon employeur. Du coup, la question, c'est quand est-ce que je peux ouvrir mon association pour profiter à la fois de Pôle emploi, etc. Donc, c'est des questions qui sont, dans mon cas, très, très techniques, qui sont encore en cours de pourparlers parce que c'est très compliqué. Même Pôle emploi ne sait pas répondre. Donc, c'est un peu inquiétant sur d'ailleurs ce sujet-là, mais bon, c'est pas grave. Et au sein du PIL, en fait, moi, ce qu'on m'a appris, c'est à structurer en fait toutes mes idées. C'est-à-dire que au lieu de partir dans tous les sens et d'aller voir n'importe qui, j'ai pu en fait faire un ordre de bataille en fait pour pouvoir du coup organiser mon temps, organiser mes idées et être efficient et efficace. alors Christophe, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce qu'il y a des avantages à préférer l'entrepreneuriat au salariat? Oui, moi j'en vois certains qu'on peut évoquer. Si on regarde de façon plus générale, lorsqu'on discute avec les étudiants et leur motivation, souvent on a considéré en France que ceux qui voulaient faire l'entrepreneuriat, c'est ceux qui veulent faire de l'argent. Or, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas du tout le point d'entrée, et que le point d'entrée, il est plus sur des convictions et de la volonté de partager ces convictions avec les autres. Donc, une idée, on va dire, sur la société, apporter sa pierre à l'édifice, avoir la possibilité de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer les pratiques des uns et des autres. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve, on va dire, assez souvent. Et puis aussi, cette idée de je suis mon propre patron et je peux organiser moi-même. Alors pour certains, ça fait peur. Et pour d'autres, on va dire, c'est un point d'entrée intéressant pour eux pour pouvoir, on va dire, fonctionner plus librement, plus tranquillement, quoi. Mais toujours est-il que lorsque on parle avec des porteurs de projets, souvent en France, on avait cette image, il fallait avoir 30 ans, à minima pour entreprendre, avoir un peu d'argent de côté, une expérience et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, on voit que l'entrepreneuriat, c'est plus l'affaire des jeunes. Et j'en suis très content parce que si on regarde de près, finalement, un jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'argent. Donc finalement, qu'est-ce qu'il peut perdre? Rien. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour entreprendre finalement.
Parce que quand vous avez 30-35 ans, marié, un crédit, une femme ou un homme, des enfants, un chien, un chat, 2-3 voitures, bah, bref, vous voyez ce que je veux dire, bah, ça crée des obligations et des contraintes. Et à un moment donné, c'est très difficile de changer de vie et de se dire, je vais monter une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et un autre point aussi qui est important, c'est que je dirais que quasiment, il n'y a pas de limite. On a des porteurs de projets qui sont dans des domaines très techno, on en a qui sont dans des domaines très ESS, certains dans le commerce et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on peut être vraiment dans tous les aspects. Il y a pas de, il y a des barrières, bien sûr qu'il y a des barrières, bon, au-delà des barrières psychologiques, mais on peut avoir des barrières financières parce que pour ouvrir tel type d'activité, il faut peut-être un peu d'argent. D'accord, mais aujourd'hui, on a des mécanismes qui permettent aux uns et aux autres de trouver de l'argent. Alors, je ne dis pas parce que vous avez un projet, automatiquement, on va trouver de l'argent, mais en tout cas, si vous n'essayez pas, on ne peut pas le savoir. On a une question dans le chat, on prend ça rapidement et puis passer à la fin. Ce statut d'étudiant-entrepreneur donne-t-il la possibilité de changer son statut d'étudiant salarié auprès de la préfecture pour les étrangers? Alors, je ne serai pas affirmatif là-dessus, mais je dirais, il me semble que oui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on creusera la question directement avec vous. Mais il me semble que oui. Steve, est-ce que tu as des regrets parfois? Est-ce qu'il t'arrive de douter? Est-ce qu'il t'arrive de te dire pourquoi est-ce que j'ai entrepris ce processus? Alors, non, des regrets, non, j'en ai pas. Je suis content. Par contre, oui, des doutes, oui, oui, bien sûr. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je m'y prends bien? Bien sûr, c'est des questions en fait qu'on a tous et je pense que je les partage avec l'ensemble des porteurs de projets. Mais faut aller voir plus loin. Enfin, moi, je vais répondre à ta question en posant une autre question. C'est pourquoi est-ce que j'ai entrepris? Bah, tout simplement pour me lever le matin et faire quelque chose que je veux faire et qui me fait sourire. Et ça, en fait, eh ben, ça vaut tout l'or du monde. Et donc, oui, je vais me dépasser pour réussir ce projet et pour que ça fonctionne, quoi. Donc, bien sûr, les doutes font partie et les questions font partie de l'aventure. C'est des moments en fait qui sont pas faciles, mais on a l'avantage en fait de ne pas être seul en fait quand on est dans une structure comme le PIL. Donc on peut quand on a des questionnements, des doutes, des interrogations, se tourner en fait vers les porteurs de projets ou vers même nos camarades en fait sur les réseaux. Là, on a un groupe sur Facebook sur le PIL. Donc c'est voilà, on n'est pas tout seul en fait quand on entreprend. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est épaulé et comme disait Christophe, en fait, on est au début en fait de notre vie de, de- comment dire Entrepreneur, Ouais, voilà, j'allais dire notre début de professionnel. carrière. Voilà, c'était ça que je voulais dire, notre début de carrière. Donc, du coup, on n'a rien à perdre. Si on se plante, on se plante, c'est pas grave, on rebondira, on saura rebondir sur d'autres projets. L'important, c'est d'avoir essayé. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner. D'accord. Et pour aller dans le sens de Steve, hein, c'est encore une fois, je le dis, je le redis, c'est aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, donc finalement, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? C'est pas de l'argent, donc ça c'est de ce côté-là on est tranquille, donc c'est du temps. Et donc est-ce que vous êtes prêt à mettre du temps sur votre projet? Donc si, par rapport à ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure en termes d'implication, en gros, vous pouvez pas venir en disant, bah voilà, j'ai un projet, ça va marcher. Vous, quel est le temps que vous mettez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous mettez dans la corbeille, dans la balance? Pour permettre, on va dire, de faire avancer votre projet. Parce que ce n'est pas nous qui allons le faire avancer, c'est vous qui devez le faire avancer. On est là pour vous parler de risques, d'incertitudes et ce qui va avec. On est là aussi pour vous rassurer. On est là aussi pour vous amener à vous poser des questions. Mais si vous ne vous levez pas le matin pour bosser, pour aller voir les gens à droite et à gauche, il ne se passera rien. Et ce que dit Steve, ce côté structurant me paraît très important. Et c'est pour ça qu'il y a 4-5 ans maintenant, on a mis en place des lieux physiques pour accueillir des étudiants. Donc à Metz, c'est du côté de l'IAE de Metz. À Nancy, c'est sur Artem, dans les locaux de l'IGL. Aujourd'hui, vous emballez pas, aujourd'hui, on est plutôt en mode Covid, hein, donc on ne reçoit pas d'étudiants. Mais lorsque c'est ouvert toute la journée.
de 9 heures à 18 heures, quelque chose comme ça, pour permettre de venir travailler, rencontrer d'autres porteurs de projets. Et ce côté structurant, on le retrouve aussi actuellement parce que en période Covid, on a à peu près 15% d'étudiants entrepreneurs en plus. Donc, on se pose un peu la question pourquoi il y a autant de monde, et ainsi de suite. Ben, ça renvoie un peu sur ce qu'on a dit, sur le fait que moi, là, demain, j'ai des idées par rapport au monde de demain et donc de pouvoir les développer. Et puis, on voit, on a fait le tour, notamment l'année dernière, lors du premier confinement, auprès des étudiants, des besoins, des difficultés, des soucis qu'ils pouvaient avoir, le moral, le côté psychologique et tout ça. Globalement, ça allait bien. Je dis bien globalement. Hein. Il y avait quand même des cas, mais globalement, ça allait bien parce qu'ils avaient un projet, parce qu'ils savaient pourquoi se lever le matin, même s'ils étaient confinés, parce qu'il y avait tel type d'activité à faire, ils avaient des coups de téléphone à passer, ainsi de suite. Donc, je dirais, à prouver encore à la limite du point de vue scientifique, s'il faut aller plus loin, mais je dirais que les étudiants entrepreneurs ont un projet qui les maintient plus facilement, on va dire, en état psychologique positif par rapport à quelqu'un qui serait juste étudiant avec la situation telle qu'on connaît. D'accord. Une question intéressante dans le chat, quels sont les risques que suppose l'entrepreneuriat? Ouais. Les risques, comme on l'a évoqué, hein, pour moi, un risque, déjà, il n'y a pas de risque absolu ou des risques existants en tant que tel. C'est vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? On va dire ça comme ça. Quand vous n'avez rien, vous ne pouvez rien perdre. C'est ça qui est formidable. Encore une fois, c'est avant tout du temps. Nous, on a des porteurs de projets comme Steve, comme il l'a évoqué, et je pense que Steve, il fait partie des gens aussi qui n'ont pas plus d'argent que ça en tant qu'étudiant. Voilà. Et donc, on peut faire des projets avec rien. L'objectif, c'est d'arriver à convaincre les autres de l'intérêt du projet et ce qui va avec. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Et déjà, votre chargé de projet, si vous n'arrivez même pas déjà à le convaincre, il faudra le travailler, reformuler, faire des pitchs et ainsi de suite, et trouver un peu les bonnes façons pour pouvoir avancer. Donc, votre risque, en gros, vous pouvez le border. Vous pouvez le border en se disant, bon voilà, je me donne 3 mois pour avancer sur mon projet. Pas pour réussir, parce que ce serait peut-être un peu trop court, mais je me donne 3 mois, par exemple, pour faire ma première vente. Donc, on vous accompagne là-dessus, sur cet objectif-là. Si on n'y arrive pas, il y a 3 cas de figure. On n'y arrive pas et ça décolle pas et finalement, ça me plaît pas, j'arrête. Ça a marché, ça me donne l'envie de continuer. Puis, un peu entre les deux, où ça n'a pas marché, mais on sent qu'il y a quelque chose, il nous faut encore un peu plus de temps et on peut se redonner 2 mois pour avancer. Mais c'est étape par étape. C'est pas, on va dire, un objectif final de création d'entreprise, c'est étape par étape. Donc, les risques derrière, ils sont mesurés. Et à aucun moment, on vous laissera prendre des risques démesurés en vous disant ah ouais, là, il faut que tu mettes 10 000 € sur la table pour pouvoir avancer. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. On est vraiment, on va dire… De 10 000 €, il y a Abimaël qui voudrait savoir quel capital économique minimum doit-on avoir avant de présenter le projet au PIL? 0. Bonne nouvelle. 0, vous n'avez pas besoin de capital, il n'y a rien, il faut une idée. Il faut une idée et une envie d'avancer sur votre idée. On ne vous demande pas quelque chose de très formalisé, mais de pouvoir échanger avec vous autour de ça et vous, votre motivation à continuer. Le PIL rapidement en chiffres. Alors, le PIL en chiffres, c'est l'année dernière 424 étudiants entrepreneurs. On a été… l'année dernière, pour la 5e année consécutive, le dispositif numéro 1 en France en matière d'étudiants entrepreneurs. Donc ça, c'est une très belle fierté. Cette année, on va dépasser les 424 étudiants entrepreneurs parce qu'il y a une telle demande que ça continue d'augmenter. Depuis 10 ans, on n'a jamais baissé le nombre d'étudiants entrepreneurs. Il y a un vrai savoir-faire qui s'est développé au PIL et qui est reconnu au niveau national et international. Je peux vous dire aussi que c'est des programmes qui ont permis de création d'entreprises à peu près entre 60 et 70 par an, que derrière, il y a à peu près 150 emplois qui ont été créés en plus des entrepreneurs, donc des nouveaux emplois dans les entreprises.
Et des porteurs de projets sont passés par chez nous. On doit être à peu près à 8 millions de levées de fonds cumulées. Alors, 8 millions, hein, ce n'est pas tous les étudiants entrepreneurs, c'est quelques-uns. Il y en a qui ont levé 1 million par-ci, il y en a qui ont levé 300 000, il y a un peu de tout, mais voilà. Donc, on est capable d'être sur les différents aspects de l'entrepreneuriat, quel que soit le projet. Après, à voir en fonction donc, de ces projets et du potentiel, quoi. Sans oublier que le PIL a 10 ans. Merci, exactement. On fête notre anniversaire cette année. Je vais vous envoyer un lien, comme ça vous pourrez voir les réussites de ces 10 dernières années et les témoignages des étudiants entrepreneurs. Et je finirai juste en disant, il n'y a pas d'obligation de réussite en s'inscrivant au PIL et au statut étudiant entrepreneur. Il n'y a pas d'obligation de réussite. Il y a, encore une fois, on va dire, la volonté de s'essayer sur un projet. D'accord. Pour finir, moi, étudiante, Christophe, et moi, étudiante qui hésite à entreprendre, qu'est-ce que vous me conseillez? Bah, de venir nous voir. Simplement, hein, pourquoi il faut venir nous voir? Parce que tout simplement, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une rencontre individualisée. L'idée, c'est pas venez vous voir et puis on vous fait signer en bas, là, comme quoi vous allez participer au PIL, c'est pas ça, non, mais venez nous voir, prenez des renseignements, discutez. On ne peut pas régler ça. Le webinaire est très bien pour pouvoir avoir des discussions comme ça générales et présentées. Et après, c'est chacun avec face à lui-même. Donc, j'imagine que dans ce webinaire, il y a des gens qui se disent ouais, bon, ça m'intéresse, mais je me sens pas encore assez prêt. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont penser de mon projet? Et voilà, plein de choses comme ça. Nous, on juge rien. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est de venir nous voir parce que derrière vos projets, il y a forcément du potentiel. Et nous, on peut vous renvoyer cette image-là et de vous montrer quel est le potentiel par rapport à ça. Et donc, du coup, vous permettre d'avancer sur votre projet et surtout votre choix d'y aller ou pas d'y aller, quoi. Et puis, vous pouvez y aller et au bout de 2 mois, vous arrêtez, hein, c'est pas un souci. Ah. Steve, tu as des conseils pour moi? Bah, moi, le premier conseil, en fait, Tu veux que je vienne te voir aussi? le premier conseil, en fait, que je donnerais, en fait, c'est de ne pas être seul, en fait. Pour moi, c'est la base, en fait, parce que si on est seul, on s'éparpille à droite, à gauche et on n'avance pas. Donc, l'important, en fait, c'est d'avoir un cadre, en fait, un ordre de marche, même si on ne le respecte pas forcément au jour le jour, mais au moins d'avoir des objectifs qui soient fixés, en fait, dans le temps, qui soient smart, en fait, donc simples, atteignables, mesurables, pour ensuite réussir comme ça à gravir les marches petit à petit et à imbriquer, en fait, les différentes étapes, en fait, de notre projet jusqu'à la réussite ou pas d'ailleurs. Peu importe, ça, c'est pas grave. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas quand on entreprend, alors si on a une réussite, évidemment, tant mieux pour nous, mais si on n'a pas la réussite, il ne faut pas surtout vivre ça comme un échec. C'est une chance incroyable, en fait, d'avoir réussi à faire quelque chose que les autres étudiants ne font pas, et on s'en sort toujours grandi. On a, grâce aux projets entrepreneuriaux, des expériences professionnelles, on a une liste de contacts qui peut s'allonger. On a aussi, en fait, grâce aux mini-formations, aux webinaires, etc., des connaissances qu'on va pouvoir réutiliser si on se tourne vers le salariat, etc. Pour moi, c'est une chance énorme, en fait. Merci, Steve. Je t'en prie. Merci aussi à Christophe. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Merci surtout à tous les participants qui étaient présents pour assister à ce webinaire. Merci à tous, bon courage et n'oubliez pas d'entreprendre. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée à tous.